Tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque et Clarisse Automobile, distributeur Citroën, présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Gérard Klein, ben, c'est pas une référence, hein. Alors là vraiment, moi je le connais, mais bon, c'est pas grave. Là, on est derrière nous, il y a un château, on est donc devant le château vu qu'il est derrière. Et on est à quel endroit, mon petit Robert? On est au château de Morlan, au nord de Pau, on va dire à 20 minutes de Pau à peu près. Tout à fait. Béarn, toujours. Oui, nous avions eu la Châtelaine au téléphone il y a quelque temps, elle est en face de nous maintenant. Là. Non, c'est vrai. Exactement, et on est magnifique, on peut nous voir d'ailleurs sur le site de Sud Radio, on peut le voir le château. Et il est vraiment un petit peu en contrebas du château et ouais. C'est vraiment magnifique ici. Hein. Alors, ce que je remarquais ce matin, vous me direz si, Madame la Châtelaine, si je dis des bêtises, c'est l'instruction, la manière de faire, c'est-à-dire que les appareils, c'est bien ça, les appareils sont différents les uns des autres, on est d'accord? Oui. Donc, vous allez bien? Oui. Et vous êtes Estelle Massé. Très jolie. Mais on s'en fout. Les gens, ils vont pas lui écrire à Mademoiselle Massé comme Massé Ferguson, mais dire à la radio qu'elle est vraiment très jolie, pour moi, c'est très important. Je n'ai que des filles, je ne vis qu'avec des filles. Je peux dire d'une fille qu'elle est vraiment très jolie. Vous êtes très jolie, bien élevée, cultivée, vous avez donc beaucoup de qualités et vous avez la chance de vivre quand même dans ce château. Vous y vivez? Non, à côté. Oui, pas très loin. Mais et vous passez beaucoup de temps ici quand même. C'est ce que j'allais dire, combien de temps par jour? Alors en ce moment les journées sont un petit peu chargées puisque nous sommes en pleine saison, donc c'est environ 9h-19h au château. Et alors je parlais des appareils, de la construction de ce château, c'est-à-dire que les murs qu'on voit sont faits... Comment je pourrais dire? Vous imaginez un lit de briques horizontales, 2 briques qui sont évidemment croisées pour la solidité, et au-dessus parfois vous avez des galets de rivière sur 20-30 cm d'épaisseur, et puis on remet deux rangs de briques, de lignes de briques collées, et puis après on change, on met d'autres matériaux, des pierres ou des choses comme ça. Et de quelle époque il est ce château? Qui a commencé à le construire? Alors ce château il est de 1373, il a été construit à l'initiative de Gaston Phébus. Et donc en effet, vous nous parlez des différents appareils sur la façade, donc on retrouve beaucoup de briques, ce qui est dû à son architecte Sicard de Lorda, qui savait utiliser ce matériau puisqu'il était de la région de Toulouse. De la garluche, donc c'est une pierre locale en effet qui est couleur un peu rouge orangé puisqu'elle contient beaucoup de fer, et on va retrouver également de la pierre de taille dans les angles, donc c'est de la pierre de réemploi d'un château primitif, d'un château initial. Donc de la pierre romane. De la récup? Oui, de la récup, en effet. Oui. Donc déjà à l'époque, on faisait de la récup? Oui. C'était pratique. Puis elle était sur place, donc ça évitait de transporter beaucoup de matériaux. Pour faire les angles, les pignons en fait? Oui, on a besoin de rigidité, évidemment. On en a également sur certaines façades avec des rosaces romanes. Mais là où nous nous trouvons, en effet, elles sont sur les angles. Et alors 1300 et quelques, on fait de la récup de quoi? Quel château on a fait tomber pour récupérer des pierres qui étaient donc travaillées, taillées, je veux dire? Alors il y avait déjà un château primitif ici. Donc il y a eu des fouilles dans la cour du château en 2012 qui nous ont permis de découvrir l'emplacement initial de ce premier château. Donc aujourd'hui, la cour est pavée de sorte à former au sol les dessins de ce premier château. Ah d'accord, voilà. On est juste passé rapidement au château, on est assis en bas, le cabinet médical aujourd'hui est installé donc comme je le disais devant la grange qui est sous le château, donc on voit le château. C'est pas un cabinet médical, mais comme il y a une table, moi je suis assis au bout de la table et puis aujourd'hui 1, 2, 3, il y a 4 personnes devant moi, c'est comme si vous attendiez, les analyses donc c'est là-bas et tout, non je rigole. Les 4 personnes qui sont là, donc c'est vous Estelle Massé comme Massé tout court. Oui. Voilà. Et l'autre, il a inventé Hugo Frey, c'est marrant, il m'en parlait au téléphone l'autre jour. En fait, il y a un tracteur qui a été inventé, c'était un marché. Les Américains avaient dit qu'est-ce qu'on peut trouver qui coûte moins cher qu'un cheval et qui serve à faire de la culture en gros. Donc il y a un mec qui s'appelait Ferguson qui a mis au point un tout petit tracteur qu'on appelle le petit gris, parce qu'il l'a peint en gris en récupérant de la peinture des bateaux de la marine américaine, et il a réussi à faire un tracteur qui coûtait moins de 800 000 francs, on va dire, pour faire court à l'époque, et donc il a gagné le prix. Et ce tracteur, le premier tracteur, c'était le petit gris de Massey Ferguson. C'est tout, c'est parce que votre nom me fait penser à ça. Mais là, parmi les 4 personnes, il y a une femme à votre gauche.
Il faut absolument qu'elle s'en aille le plus vite possible. Elle est inquiète, mais en même temps, elle est vachement contente. Elle est énervée. Elle est adjointe, elle est mère, en fait, elle est mère. Et là, elle va marier quelqu'un. C'est pas possible de faire ça. Racontez-nous. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment, madame? Alors, moi, je m'appelle Anne. Ouais. Anne Gastineau, je suis morlanaise depuis à plein temps, dirons-nous depuis 5 ans. Et effectivement, j'ai eu la chance et l'honneur d'être élue dans la dernière liste municipale, adjointe au maire. Donc malgré mon arrivée récente, origine béarnaise, famille locale. Et aujourd'hui, je marie ma fille à la fois comme mère, M-E-R-E, Et maman. et comme mère, M-A-I-R. Aïe, aïe, aïe. Donc je suis un peu stressée, j'en suis désolée, et surtout le chrono et le compte à rebours a commencé, donc je suis flattée d'être là, mais je ne pourrais pas rester beaucoup. Non, ça fait rien, vous entendre, c'était important. Et vous voulez pas répéter, non, vous pouvez pas répéter dans votre tête, vous devez dire, c'est comment son prénom à votre fille? Alix. Alix, voulez-vous prendre pour époux Xavier. Ça va être quelque chose. Hein. Ah ouais, ça doit faire drôle. Ah ouais. Voilà, donc là j'ai le cœur qui bat. À la fois parce que c'est impressionnant d'être ici devant tous vos auditeurs, hein, et en même temps parce qu'il y a tout ce programme chargé entre aujourd'hui et demain. Elle a quel âge, la gamine? Bonne question. Quel âge a... Ah bah oui, vous êtes perturbé là. Elle s'appelle comment? Tu t'appelles comment toi? 30. Non, Ça y est. Oh non, mais c'est vachement inquiétant quand même. Sur mes enfants, là, j'avoue que j'ai perdu le fil des âges. Et alors là, vous allez rentrer chez vous habitez donc juste à côté? Oui, alors j'habite la Carrière du Château, qui est donc cette artère principale du village, qui relie ce fameux château de Gaston Phébus et l'église Saint-Laurent, au bout de la Carrière du Château, fortifiée également par Gaston Phébus, qui forme un petit peu l'enceinte protectrice du village qui s'est déployée entre les deux. Ah, c'est vraiment beau, hein, je le dis sincèrement, tout est joli, c'est la construction qui me touche beaucoup, c'est ce qu'on a dans l'œil en fait, l'œil est un organe. Et Morlanes, c'est vraiment un confetti, c'est 650 habitants, c'est un tout petit village du Nord Béarn, ou Béarn Madiran, mais qui a une harmonie, une esthétique ramassée en très peu de surface incroyable. Donc où qu'on regarde, c'est joli. Les toits béarnais sont comme des vagues qui s'enchaînent sur cette carrière. Le calme et en même temps l'affluence. Tout est réuni vraiment pour y vivre. Ah oui, non, et découvrir le Béarn. C'est un beau point de vue pour découvrir le Béarn. C'est ce qu'on disait ce matin en arrivant avec mon collègue, qui est un peu âgé, il a 21 ans, c'est pas très grave. Mais c'est ce qu'on disait. On a roulé beaucoup là pendant 3 semaines, on a vu des tas de choses, donc de la Creuse aux Pyrénées, il faut quand même le faire. Avant on était en Auvergne. Héroïque. Oh non, pas du tout, mais c'est vachement marrant. Et, dans la canicule. J'allais dire du coup, mais je me suis retenu. Mais je vais le dire quand même. Du coup, on a traversé de la verdure, des prés, des prairies, des gars qui avaient déjà fané, des mecs qui étaient en train de faner. Et on a vu des décors très 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 différents. En effet, entre Bourganeuf par exemple et ici, on fait de la route. Hein. Et c'est très très différent. Et quand on arrive ici, c'est étrange. Il y a une espèce d'aboutissement d'abord dans la forme des toits, qui est quand même très particulière, avec 4 pentes, on va dire. La tuile, il y a une tuile plate, cuite, petite dimension. C'est pas des grandes, c'est pas des 27 longues, elles sont petites, donc ça fait des toits en écaille très très élégants, je veux dire très élégants. Les courbes, picon. Ouais, vachement bien. Bah traitez-moi de vieux con, mais pas de picon. Non. Attends. La tuile picon. Mais je rigole, c'est pour vous détendre, c'est pour vous faire rire avant la cérémonie quand même. Ah non, très très bien. Et le château, celui-là, il est vraiment. Françoise, je vais essayer de l'acheter, c'est ma femme. Magnifique. Et donc qui vivait là, on en parlera tout à l'heure. Les pubs, c'est à quelle heure maintenant? Alors on fait les pubs et après on parle avec Madame la Châtelaine de qui habitait là autrefois. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Présenté par Clarisse Automobile, distributeur Citroën. Les routes de l'été Sud Radio. 10h midi. Gérard Klein. Avec tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Et chaque fois je marche sur
tourisme64.com, c'est grave? Non, il ne faut pas marcher sur tourisme64.com. Tourisme64.com, c'est le site internet tourisme des Pyrénées-Atlantiques, donc du Béarn et du Pays Basque. Il faut absolument le consulter. Ben oui, mais c'est parce qu'en fait, après Clarisse Automobile, tac, je démarre à fond les manettes. Mais non, il faut parler de tourisme64.com. Et alors, vous êtes qui exactement? Moi, je suis Armelle de l'agence départementale du tourisme Béarn-Pays Basque. Voilà. Armelle, elle était avec nous hier et elle est encore là aujourd'hui pour venir jeter un œil sur le château. On parlera tous les deux après. À ma droite, j'ai deux garçons, je vous en parlerai. Pardon de vous faire attendre, c'est Florent à ma gauche, Maison du Jambon. Je vais le garder. Et Michael qui m'a mis devant le nez depuis ce matin un panier dans lequel il y a des fleurs, des choses qui sont très 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 bon. Donc si ça vous embête pas, 2 minutes, je parle encore avec Estelle à propos des gens qui habitaient dans le château et avec Madame l'adjoint au maire qui va marier sa fille. Estelle, juste, qui habitait dans ce château avant qu'il soit repris par le département en fait? Il a été récupéré, racheté. Oui, alors dans le château se trouve une collection léguée par les derniers propriétaires, donc Monsieur et Madame Ritter, Hélène et Raymond, qui achètent le château en 1946, qui tombent amoureux alors d'une ruine, puisqu'à ce moment-là c'est vraiment une ruine. Ah ouais. Il faut imaginer qu'il n'y avait plus les créneaux, le chemin de ronde, plus de donjons, que des ouvertures avaient été percées un peu sur toutes les façades, donc on avait vraiment perdu l'allure de ce château médiéval. Donc ils se lancent dans de longues années de travaux. Ils vendent leurs différentes propriétés pour s'investir ici à plein temps avec toutes leurs économies. Oui, il y avait déjà les aides des monuments historiques, non pas du tout. Alors eux, ils vont participer à une émission qui s'appelle les chefs-d'œuvre en péril. Mais bien sûr, et moi qui suis âgé de la Garde, je l'ai connu. C'était avant Stéphane Bern, bien avant Stéphane Bern, et c'est Malraux, Monsieur Malraux, qui a dit mais il faut donner des ronds à ces gens qui des avantages fiscaux. Ça veut dire vous avez 200 000 euros, je schématise, hein, si je dis une bêtise. 200 000 euros d'impôts, là vous avez gagné du blé. Si vous faites 100 000 euros de travaux, par exemple, dans ce château qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire ou classé monument historique, c'est encore un peu différent, vous ne serez plus imposé que sur les 100 000 euros qui restent, c'est ça? Oui, alors oui, voilà, ils vont avoir une somme à ce moment-là. Voilà, chef-d'œuvre en péril de la Garde, je l'ai connu. C'était en noir et blanc, la télé, vous n'étiez même pas envisagé. Sûrement. Pardon. Et donc voilà, ces fonds vont leur permettre aussi de continuer les travaux. Donc ils vont faire beaucoup ici. Ils vont donc comme je vous le disais restaurer le chemin de ronde, les créneaux. Ils vont rehausser le donjon puisqu'il avait été arasé auparavant. Ils souhaitent vraiment retrouver l'allure médiévale et ils vont faire beaucoup de recherches historiques pour se rapprocher vraiment au plus près de la vérité, retrouver l'allure de ce château phébusien. Donc ils vont rehausser le donjon à 25 mètres. Ils vont s'inspirer notamment beaucoup du château de Montané. Alors bien que le donjon à Montané soit bien plus haut, ils vont boucher toutes les ouvertures sur la façade côté donjon, refaire donc la meurtrière, des baies sur le donjon également, les toitures. Et puis leur projet c'est d'ouvrir rapidement à la visite aussi, puisqu'à l'intérieur ils vont exposer leur collection privée. Donc c'est une collection qui est assez variée, peinture, sculpture, mobilier, petits objets précieux, principalement autour du 18e, mais ça va à partir du 17e jusqu'au début 20e. Donc dans chaque pièce ils vont représenter une période historique, et donc le soir ils vivent dans leurs appartements et la journée ils rangent, ils ouvrent au public et ils font visiter les lieux dès 71. Et alors c'est des gens qui faisaient quel métier? Alors Raymond était avocat à Pau et Hélène était clerc de notaire. Et donc ils vivaient sur Pau initialement, rue Gaston Phébus d'ailleurs, ça ne s'invente pas. Ah ouais, c'est drôle. Et puis ils vendent leur propriété à Pau et viennent s'installer ici. Le Gaston en question Phébus, il faisait quoi? Il était comment? Non, mais je veux dire, c'était un gros, un marrant. Il était grand, blond, fin diplomate, qui a un petit peu donné ses lettres de noblesse aussi au Béarn. C'est pour ça qu'il est connu dans le coin. Gaston Phébus, il agit en pleine guerre de 100 ans. Il va protéger le Béarn. Alors lui, il est comte de Foix, vicomte du Béarn. Donc il a quand même un grand territoire sur les Pyrénées et il va protéger tout son territoire en construisant de nombreux châteaux.
pour se protéger en pleine guerre de 100 ans, puisqu'il y a les Français d'un côté, les Anglais de l'autre. Donc pour certains territoires, il va prêter allégeance au roi de France ou d'Angleterre, et puis pour le Béarn, il va déclarer le Béarn indépendant. Il ne dépendra ni du roi de France ni du roi d'Angleterre, puisque, comme il le dit, il tient le Béarn de Dieu et de son épée. C'est fou. Hein. Oui. Ah oui, mais non, mais ils étaient gonflés quand même, les mecs. Ah oui, oui. À l'époque. Grand Blond, c'est mon voisin de droite, en fait. Il descend de Gaston. Mais non, c'est vrai. C'est Michael qui m'a mis devant le nez un panier depuis ce matin qui sent très très bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans en 2 mots? Et puis après, on libérera madame l'adjoint au maire pour qu'elle aille marier sa fille. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui sent si bon? Il y a de la santoline verte. C'est une petite herbe qui sent la tapenade. C'est cool, c'est à la radio, on voit ni l'herbe ni le parfum, on n'a rien du tout. Non, alors attendez, je vais vous faire... Oh, dis donc. Ah, mais je mets la tête dans le panier, déjà, ça... Viens voir celle-ci. Ah, c'est marrant, elle ressemble, comment ça s'appelle chez les poissonniers, on vend de la petite salade, tu sais, qui est toute grasse, mais qui a un peu ce genre-là. Ça sent fort. Alors, elle sert à quoi? Elle sert à agrémenter et à faire des plats gastronomiques qui sont servis à la cabane aux arbres tordus. C'est vous qui vous appelez comme ça, donc on la dit avec cabane l'olive un petit peu. Exactement, ça sent la tapenade d'olive verte. Ça va vraiment agrémenter les salades du tomate du jardin. Voilà, moi j'ai un passé avant de construire cet édifice, construit en bois local et isolé en paille de lin de 10 ans de cuisine gastronomique. La cabane en question? Exactement, la cabane aux arbres tordus. Elle est à quel endroit par rapport à 800 mètres d'ici? C'est un quartier qui s'appelle le quartier du Bialet, qui veut dire hameau en béarnais. En fait, c'était un deuxième endroit principal de Morlan après le côté du château et de la Carrère en fait. D'accord. Et 800 mètres. Ouais. Donc on est au bout du pays à 800 mètres. Exact. On y aperçoit le château au loin et on a une magnifique vue panoramique sur les Pyrénées. De votre chambre, vous voyez le pic du Midi d'Ossau, mais également de la propriété, vous pouvez voir du pic du Midi de Bigorre jusqu'aux Pyrénées plutôt basques. C'est la banlieue, quoi. Exactement, c'est la banlieue chic de Morlan. Ça, c'est un banlieusard. Cool. Non. Et donc, vous faites pousser tout ça dans votre jardin, chez vous? Oui, parce que conjointement à cette activité, nous avons une association qui promouvoit la biodiversité. On intervient dans des crèches, dans des écoles pour vitaliser un peu et donner envie aux jeunes de se nourrir par eux-mêmes. Et simplement, on va cultiver pas mal de plantes qui vont avoir aussi des vertus médicinales et naturellement en fait. On appelle ça un jardin artisanal, comme nos anciens, mais un peu plus grand. Donc on comprend ce système culturel quand on irrigue peu les herbes. En fait, une verveine qui va être récoltée maintenant, qui est en fleurs, c'est vraiment la saison idéale et elle aura beaucoup plus de force qu'une verveine qu'on va pouvoir retrouver généralement dans le commerce puisque les herbes sont souvent irriguées ou poussent directement les pieds dans l'eau. Voilà, on est 10 000 fois d'accord. Vous n'avez pas à me convaincre. Ma vie de famille, femme et fille sont... complètement branché entre guillemets dans cette manière de vivre avec l'espoir que ça change un jour, que la planète, etc. On a tous le même espoir. Peut-être c'est possible, mais c'est pas évident d'essayer d'aller dans un autre sens et de faire des choses parfaitement naturelles et de se nourrir autrement. Vous y croyez? Vous croyez que ça va changer ou pas, sincèrement? Il faut être optimiste. Non, tu m'as dit 1 minute pour les Il faut pubs. être optimiste parce que derrière ces plantes médicinales, on va pouvoir se soigner naturellement également et trouver du plaisir à s'alimenter naturellement également. On a des souvenirs de voyage au travers le jardin, ça peut nous permettre de voyager. Ça c'est du gros thym, c'est du thym des Antilles parce qu'avant j'étais chef privé dans les Antilles avant d'arriver sur Morlan en fait. Donc vous étiez où? À Saint-Barthélemy. Ah, et ça vous l'avez rapporté de là-bas? Exactement, c'est la vie qui a ramené à côté de chez moi une martiniquaise, à côté du jardin épicurien et de la cabane aux arbres tordus. Et elle a la chance de nous partager quelques petites essences. Ça, c'est vraiment du gros thym, c'est un thym antillais qui est exceptionnel. Et nous, on a aussi vertu à faire voyager les gens à travers nos menus qu'on propose. C'est des menus cueillettes. Et suivant le goût des gens, nous allons pouvoir créer et concocter un menu différent. Voilà, j'aime beaucoup l'anis. Par exemple, il y a l'agastache anisée, cette fleur et cette
plante en fait constitue un des composants essentiels du Ricard. Mais quand on la sent, quand on la mange, on est dedans. Et réellement, ça a une vertu très très bonne pour la digestibilité. On en parle dans une minute, je fais comme à la radio. La suite dans une minute. Envoyez. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Gérard Klein. Avec tourisme64.com, passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Voilà, t'as vu Armel, j'ai laissé bien tourisme, merci. 64, etc., etc. Oui, on était en train de parler de rien, du château qui est derrière moi et tout. En fait, je suis devant les châteaux, mais on n'a pas le temps de les visiter. Ça, les plantes, tout ça, c'est très excitant et attirant, mais j'aurais pas le temps non plus. C'est un peu frustrant. On devrait refaire, Antoine, la même tournée, la même... Sur 2 ans. Ouais, sur 2 ans. Non, mais avec des images, des images, tu vois, le château. C'est sûr que les collections, ça doit être très joli. Le jardin qui est là, ça doit être... Tu lances un appel à quelqu'un, donc? Non, pas du tout. Non, je m'organise. Non, dans le métier que j'ai fait, j'ai jamais rien demandé à personne. De toute façon, vaut mieux se démerder tout seul. Non, je pense que c'est des projets pour moi, perso, si ça t'intéresse. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir le montrer, les gens. Voilà, même si tu le décris super bien. Non, et puis les gens il faut les montrer. Je veux dire que ce soit la jeune fille, madame l'adjoint au maire qui va marier sa fille, ou les 2 gars qui sont à côté de moi. Faut montrer des personnes qui existent vraiment, qui vivent dans des régions qui sont attachantes et attirantes, de manière à peut-être inciter des gens des villes, entre guillemets, je schématise, tu vois, à changer de vie. Vous en parliez très bien tout à l'heure d'ici, madame le maire ou l'adjoint au maire. Vous en parliez. Anne, vous parliez bien du déplacement de ce village qui vous a séduit, en fait. Et peut-être oui, ça a été vraiment un coup de cœur, ouais. Ah ouais, mais c'est très... Un coup de cœur, tout en étant béarnaise, je vivais à Paris et j'ai eu toute ma vie professionnelle et familiale parisienne, pendant 30 ans journaliste. Vous faisiez quoi? Vous étiez où? Et les 10 dernières années, je les ai passées chez Hachette Philippe Aki comme rédactrice en chef de magazine de décoration. Et une fois cette aventure arrivée à son terme, enfin le terme que j'avais décidé, Morlane entre dans ma vie, coup de cœur, coup de foudre. Comment? Une maison qu'on attendait depuis 20 ans avec mon mari se retrouve en vente dans la Carrère du Château. Et pour nous, c'était juste le bon moment. Donc on a sauté sur l'occasion sans même la visiter. Ah, c'est bien. C'est bien. Voilà. Et depuis Paris, on a réglé les détails. Puis on est arrivé et là j'ai découvert cette grange, la maison, et une grange magnifique puisqu'en fait tout le village était tourné vers la vie agricole, les troupeaux, les cultures, les vignes, le tabac, tout ce qui pouvait servir à la fois à la consommation personnelle des artisans, mais aussi au marché et à l'échange. C'était un village très industrieux, dynamique, jusque dans les années 50. Donc toutes ces maisons incarnent cette activité ancienne. On a eu ce coup de cœur. Et cette grange immense qui servait même à un temps pour les fêtes de village se retrouvait là, à nous, ouverte sur la carrière du château. Et c'est vraiment elle qui m'a inspiré mon projet professionnel, je dirais ma reconversion, qui n'en est pas tout à fait une, puisque j'ai voulu, en quittant Paris, conserver ma passion pour la décoration, pour l'art de vivre, pour le design, pour la création de lieux harmonieux, inspirants, apaisants, parce que je pense que la décoration a ce pouvoir. Donc c'est comme les herbes de Michael, dans un autre registre, mais se mêlent dans un intérieur, des odeurs, des matières, des sensations qui sont de tous les ordres. Et j'ai voulu apporter ça à Morlane, dans ce village qui m'a inspiré. Mon concept store. Alors concept store, tout le monde m'a dit mais c'est quoi un concept store? Donc j'ai choisi un nom très béarnais pour pouvoir m'intégrer et faire accepter l'originalité du lieu à mes nouveaux voisins. Casberoy, prononcez bien Casberoy, même si moi avec mes petites attaches parisiennes, je vais dire Casa Beroya, qui veut dire en béarnais jolie maison.
Case Berroy. Et cette grange aujourd'hui présente une sélection qui est complètement personnelle, ma sélection d'objets de décoration. Et dans le jardin, on peut en plus déguster jus frais à l'extracteur de jus, fabriqué dans le Pays Basque, à Sarre. On peut y déguster des glaces, les glaces de la ferme qui sont fabriquées, glaces bio à Castet-Cando, qui est le village voisin et cousin de Morlanes, à 3-4 km. Et glaces qui, les Givrés des Prés, sont vraiment les stars de notre Béarn. Et les objets? Et les Quel genre objets, d'objets? alors pour moi, je voulais à la fois présenter les objets d'ici, donc montrer que le Béarn avait quelques vraies sociétés de design, marques de design, des éditeurs comme Airborne et d'autres. Textiles également, Moutet notamment, Janvier, qui font des très très belles collections. Et apporter aussi tout ce que moi j'aime dans la déco d'aujourd'hui, qui vient aussi bien de Madagascar où je suis née que de France, de Bretagne pour des affiches que j'ai créées, Morlanes de Toit, qui viennent aussi d'Aquitaine, qui viennent de l'Est, qui viennent du Nord, beaucoup de choses fabriquées en France, et l'art de les mettre en scène pour inspirer les gens et sortir du tout Internet, pouvoir toucher, pouvoir essayer, pouvoir emporter chez soi. Ça va pas, on ramène, on étudie, je vais chez les gens, je regarde, je propose. Donc il y a vraiment un travail de proximité dans ce concept store qui est... C'est un pari, c'est un défi, c'est un travail énorme. Chaque jour est un combat, mais c'est extrêmement gratifiant et valorisant. Donc vraiment, voilà, Morlanes, c'est aussi aujourd'hui Casa Berroy. Ah, c'est bien. Et Madagascar, où et jusqu'à quel âge? Tamatave? Non. Tananarive. Ah, carrément la ville. Ouais, carrément la ville. D'accord. Rue du Pasteur, en bas de Tobevanja. Mais pourquoi? Les parents? Alors, les parents. Quoi? Qui étaient militaires. Ah, je n'avais même pas pensé. Et voilà, ouais. Ah, donc vous avez dû vous déplacer beaucoup. Et donc on a beaucoup voyagé. Ah, c'est ce que j'allais dire. Laos, Antilles, Martinique, j'ai découvert Saint-Barth aussi, le paradis sur terre. Et j'avoue que Morlanes a un petit côté très exotique. Ah, mais alors c'est marrant ce que vous êtes en train de dire. Très exotique, oui. La végétation, les palmiers, la verdure, le climat, tout me rappelle ces voyages de mon enfance. Et Madagascar, vous aviez quel âge? 2 ans quand j'ai quitté Madagascar. Et le souvenir d'un pays à 14-15 ans par exemple? Vous étiez revenu déjà en métropole? Le pays dont j'ai le plus de souvenirs, c'est le Laos. Et alors? Vientiane. Ça a été les plus belles années de mon enfance, la liberté, les inondations, les radeaux de bananiers, les sangsues, les viandes couvertes de mouches, tout était fascinant. Couvert de mouches, mais mangeables? Oui, mais on avait des petites balayettes pour écarter les mouches et choisir les morceaux de viande sur le marché. Non, ça a été des années d'enfance rêvée, ouais. Ah ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que vous apportez tout ça avec vous dans cet endroit qui s'appelle M-O-R-L-A-2-N-E. On est d'accord? On est d'accord. Morlanes, le château de Morlanes, enfin le château, il n'y a pas que le château. Mais c'est vrai que l'ambiance qui a dû être créée il y a très 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 longtemps par le château, les maîtres du château, les gens qui travaillaient dans le château, qui vivaient autour, il y avait plein de monde ici en fait, il y avait plein de gens partout. Oui, voilà. Et que vous apportiez ça ici, c'est quand on voit les gens, je vous ai vu arriver, marcher et tout, et bon, moi je suis pas ni intellectuel ni rien, je vais dire des bêtises, mais j'aime bien sentir les choses, ressentir de loin des trucs, quoi. C'est 1/1000 de seconde, et puis on voit une personne arriver, et il se passe tous, vous les 4 il y a un truc, quoi. Il y a une espèce d'énergie. Ouais, mais c'est 1/1000 de seconde. Hein. Oh. Le grand, il est arrivé, le grand blond, il est arrivé avec son panier. Tiens, il commence à pleuvoir. Avec ses plantes, et dont il va parfaitement avec les odeurs qu'il a transportées, quoi. Le monsieur qui n'a pas encore parlé, le pauvre, il n'a pas parlé. Lui, Florence, c'est la maison du jambon. Donc, quand il a rien qu'à la poignée de main, tu te dis, lui, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pareil, mais c'est plus concret. Cochon, c'est pas évident. Jambon, c'est
pas évident. Il faut trouver des bons cochons, des bons jambons, trouver les mecs qui les élèvent bien. Non mais c'est vrai, hein. Le plus dur... Bonjour, pardon, excuse-moi, t'as pas parlé encore. Bonjour, il n'y a pas de problème. Non. J'attends mon tour. C'est moi qui viens du plus loin, a priori, puisque c'est des locaux, hein. Ils sont tous morlanais. Alors moi, je suis pas très loin, hein. On est à 10-15 km d'ici, à Arzac, où au siège la maison du jambon de Bayonne. Et alors, oui, voilà, la difficulté... ah oui, il commence à pleuvoir, c'est rigolo. La difficulté, pardon, je vous abandonne une seconde tous les deux. Et si vous voulez aller marier la fille... Oui, je vous remercie beaucoup. Oh non, c'est moi qui vous remercie. J'espère que nous avons vraiment fait rêver vos auditeurs et que plus que ça, nous leur avons donné envie de venir nous rencontrer tous à Morlanes. Voilà, en tout cas, moi, vous m'avez bien fait rêver. Merci encore, Gérard, de votre attention. Non, curiosité. Merci à vous. Ouais, curiosité, ouais. Et bonne émission. Ouais, bah, ça va, c'est bon. On est bien parti. Belle là. fin d'été à tous. Bon mariage. Merci. Salut. À toi. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Présenté par Clarisse Automobile, distributeur Citroën. Les routes de l'été Sud Radio. 10h midi. Gérard Klein. Avec tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Et ce qui est trop fort à la radio, donc on est à Morlanes, M-O-R-L-A-2-N-E. Antoine, tu peux situer enfin par rapport aux villes d'à côté, ou bien toi, Florent? On est dans le Béarn déjà, il faut le préciser, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, on est à peu près au nord de Pau, à 15-20 km de Pau. C'est ça, c'est ça. Hein. Tout à fait. Et toi, Florent, donc Florent, c'est la maison du jambon de Bayonne, on va dire. Exactement. Oh là là. Et ça fait 3/4 d'heure qu'il attend. On a parlé avec pas Florent, avec Michael, pardon. Des plantes avec Madame l'adjoint au maire qui est partie marier sa fille. Elle est top, Madagascar. T'imagines la vie d'un enfant de militaire, les patelins que tu fais à droite et à gauche. Et Madame la Châtenelle, elle est magnifique, non? Elle est bien élevée et tout. Elle nous cherche une solution. Là, il a commencé à avoir quelques gouttes. Elle était inquiète. Elle commençait à trouver des solutions pour qu'on puisse. Viens. Justement. Allez, parce qu'en fait, elle n'est pas toute seule. Voilà, il y a une autre jeune fille qui travaille ici, là. Les deux, elles ont fait de l'histoire de l'art et tout. Moi, je leur demandais, mais qu'est-ce que vous faites là? Comment tu fais des études et tout? Tu te retrouves dans un château. Faut pas. Venez, mais vous pouvez faire du bruit, les filles, vous êtes chez vous. Donc on en parlera tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des bons jambons et qui élève des bons cochons déjà? On dit cochon ou on dit porc? À quel moment on dit cochon, à quel moment on dit porc? Alors, cochon, c'est plutôt l'animal vivant et porc, c'est plutôt quand il devient transformable, disons. Voilà. Très bien. Donc, pour faire un bon jambon de Bayonne, il faut que le cochon ou le porc soit élevé dans le sud-ouest de la France. Donc, on a une zone géographique bien précise qui englobe le sud-ouest de la France. Ensuite, nous avons une zone de salage et d'affinage des produits. Donc tout le process de transformation va se faire autour du bassin de l'Adour, dont le Béarn fait partie justement. Donc nous avons le Béarn, le Pays Basque, le Gers, les Landes et un peu les Hautes-Pyrénées. Voilà. Ah ouais, c'est un grand territoire. Alors c'est un territoire qui est on va dire sur un quart national, voilà, le sud-ouest de la France pour l'élevage. Par contre, c'est beaucoup plus restreint pour la fabrication du jambon. D'accord. Et on a quelle variété, quelle race Alors, au niveau de la génétique des porcs, on a une génétique qui est quand même assez large. Il n'y a pas de génétique particulière. Par contre, on va avoir une exigence, puisque on le sait, pour avoir un bon jambon, il faut qu'il y ait un peu de gras dans le jambon. Donc, on va quand même rechercher des génétiques qui font un petit peu de gras. Alors, le goût est dans le gras, c'est vrai, hein? C'est indéniable. Ouais, c'est vrai. Hein. Et est-ce que vous faites aussi dans le Cantal, au salon de l'agriculture, donc j'avais un pote du Cantal, il avait du gras, mais que du gras, du blanc, quoi. C'est un morceau de gras qui est blanc, et un soir il me dit goûte ça, je te jure, il m'a coupé une tranche toute fine comme un carpaccio, quoi, toute fine de gras, je vous jure, c'était à tomber. Excellent, mais excellent. De goût, de finesse, ça sent la noisette. Et alors, pourquoi les gens ont peur de manger du gras souvent? Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'a priori, bon. Le gras est bon pour la santé. Hein. C'est comme tous les autres aliments. Hein. Il faut le manger raisonnablement. Du jambon. Hein.
Comment Je mange le blanc du jambon. Ah bah ouais, c'est la châtaigne. C'est ça qui parfume le jambon, c'est ça qui apporte le goût. Mais voilà, le goût est dans le gras, mais il faut le dire aux gens, parce que des fois les gens virent justement le gras alors que c'est le bon goût. Vous avez parlé de goût de noisette, c'est sur le jambon de Bayonne ce qui fait sa spécificité, puisque si on a une zone de salage et d'affinage du jambon de Bayonne autour du bassin de la Dourse, c'est pas anodin, ça n'a pas été fait par hasard, c'est parce qu'on bénéficie de l'effet de fun. L'effet de fun, c'est un vent local qui va mêler en fait de l'air humide qui vient de l'ouest, de l'océan Atlantique, et un vent chaud qui va monter du sud et qui passe par les montagnes. Donc c'est cette alternance de vent et d'hygrométrie bien différentes qui va faire qu'on a un goût spécifique et particulier sur le jambon de Bayonne. C'est pour ça que quand on a obtenu l'IGP en 1998, on s'est battu pour ramener le jambon de Bayonne dans notre territoire pour bénéficier de ce vrai goût qui est à l'origine du jambon de Bayonne, ce petit goût de noisette et ce petit goût vraiment spécifique qui est propre au jambon de Bayonne. Et alors en quoi un vent peut changer les choses? Alors c'est l'alternance d'hygrométrie et de température, puisqu'ici dans notre région, on va dire, notre petite région, on en a parlé tout à l'heure, on parlait un peu d'exotisme. C'est vrai qu'on a du jour au lendemain, on peut passer d'une journée très chaude et très humide à une journée beaucoup plus fraîche. Et ça, c'est dû à l'alternance des vents justement, et c'est ce qui fait la particularité. D'accord, donc ça va agir sur la végétation, je présume, ou sur ce que mange l'animal. Exactement, sur la végétation, sur l'alimentation, et surtout, voilà, on voit avec le panier qu'on a en face, ça agit positivement sur le vivant et aussi sur le végétal. En plus, il a voyagé, le garçon, donc il apporte des choses qui viennent d'assez loin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette herbe, Antoine? Il avait remarqué celle-ci. Qui a goût un petit peu d'olive, qui sent un petit peu l'olive, un peu la tapenade. Celle-ci, oui. Attends, on va lui passer un micro, bouge pas. Non, ah bah voilà, on en a plus, on en a 3. Donc on peut. C'est laquelle, celle-ci? C'est de la santoline verte. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Celle-ci, on peut la retrouver en ce moment sur un petit dessert. On a des fraises plein champ, fraises olives, et ça va apporter un petit côté végétal à notre dessert et qui va être vraiment sympathique. Et ça, c'est une herbe qu'on aime bien faire découvrir aux clients puisque surprenant. C'est surprenant et elle se cultive sans aucune irrigation. Donc vraiment, elle a un goût fort et qui est totalement durable en cela. Donc c'est aussi cette recherche génétique des plantes qui nous plaît et aussi faire voyager les gens. Et vous avez quelle surface de jardin? Environ 500 mètres carrés pour les herbes. Et puis on a 1 hectare de fruitiers. Vraiment diverses, avec pas mal d'essences locales, vraiment beaucoup de pommes, de poires, et de prunes également. C'est vraiment un terroir qui s'y prête beaucoup et beaucoup de diversité, puisque réellement dans les commerces en ce moment on retrouve 4-5 pommes qui vont être conservées longtemps dans les chambres froides, puisque on en trouve maintenant mais elles ont été récoltées en automne dernier. Ben voilà. Mais on a des pommes de la Saint-Jean qui vont arriver début juin, jusqu'à des pommes de glace qui vont être relevées jusqu'à quasiment décembre. Et pardon, pour faire tout ça, vous êtes combien? Ma compagne, Pauline, qui elle s'occupe également de la ferme, des bénévoles. Même son prénom est beau. Et nous cherchons aussi d'autres partenaires, des gens qui ont envie de se nourrir simplement et qui n'ont pas peur de courber les chines, mais qui ont envie vraiment de se nourrir avec des goûts francs et des légumes sains pour eux. Et si on dit pas d'irrigation, pas d'arrosage, on dit on bine alors. On bine, on paille également. Voilà. Et comme Florent tout à l'heure le relevait, ici on a quand même une forte hygrométrie et une alternance. Donc hier il faisait plus de 40 degrés, aujourd'hui il fait 25. Ouais. Et ceci force les plantes à aller chercher au plus profond les sels minéraux, et c'est ça qui va apporter vraiment le côté sain aux légumes et aux plantes qu'on ne va peu ou pas irriguer pour avoir un maximum de goût et de bienfaits sur notre santé. Ah oui, non mais là on le sent. Et alors quand il fait très chaud, un cochon ou un porc, je sais pas comment dire, ça transpire. Un cheval par exemple, ça va transpirer énormément. Avec la température, ça ne respire que par les naseaux, donc c'est pas évident. Est-ce que le cochon respire un petit peu par la bouche ou Oui, alors le cochon, et c'est d'ailleurs pour ça que il est très compliqué d'élever des porcs en liberté complète, puisque le porc craint le soleil, craint le froid et craint la pluie. Le
porc, on dit souvent que c'est un animal qui se rapproche beaucoup de l'humain. Et c'est... Vas-y. Donc oui, je disais que... Non, c'est parce qu'il y a des petites coupures. On vous explique. Prends ce micro-là, ça sera mieux. Ok, c'est bon. Donc du coup, ouais, je disais que le porc se rapproche beaucoup de l'humain. On le dit souvent que le porc est l'animal, le porc est l'animal le plus proche de l'humain. Donc il supporte assez bien d'être à l'abri quand il pleut, à l'abri quand il y a beaucoup de soleil. Donc c'est pour ça on l'élève essentiellement soit moitié à l'extérieur, moitié à l'intérieur, ou du plein air, mais si c'est du plein air, il lui faut absolument des zones ombragées, des zones où il peut se mettre à l'abri. Et c'est très important pour cet animal, voilà, qui est un animal qui en fait a les mêmes besoins que nous, on va dire au niveau climat, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait d'un vieux verra? Con comme question. Qu'est-ce qu'on fait d'un vieux verra? Ouais, parce qu'en fait, ça vit. Le verra, c'est le mâle. Vos élevages, il y a quoi? Il y a comme avec les vaches, il y a un taureau ou un verra ou des choses comme ça pour féconder les femelles, je veux dire. Ou c'est de l'insémination artificielle? Alors déjà, on l'a quand même fait bien travailler, puisque voilà, le verra, avant qu'il soit réformé, il va vivre quand même de plusieurs années. Combien? 5, 10? Ouais, ça peut aller très, ouais, ça peut être entre 5 et 10 ans selon la fertilité de l'animal, quoi. D'accord, voilà. Et ça fait quel poids à peu près? Un gros verra, ça va monter très très lourd, ça peut aller jusqu'à 200, plus de 200 kilos. Bien voilà. sûr. Donc après, on peut très bien les valoriser dans la mesure où, bien sûr, la viande peut être transformée et consommable, voilà, avec des odeurs pas trop fortes, bien entendu. Mais on peut tout à fait le valoriser sur des produits de charcuterie, type chorizo ou sur de la conserve, en s'assurant bien entendu que le produit n'est pas trop odorant et que l'on peut le valoriser de manière correcte et en toute sécurité sanitaire. D'accord. Alors les verra, c'est pas un très beau nom pour un cochon verra, mais truie, c'est pire. Parce que vraiment, la pauvre fille, elle va faire des enfants pendant des années, elle va rendre service, elle va être sympa comme tout. Truie, je trouve ça pas sympa, faudrait les appeler autrement quand même. Vous pensez pas? Jusqu'à quel âge ça peut vivre une maman reproductrice, on va dire? C'est pareil, c'est très aléatoire en fait, ça va dépendre beaucoup de sa fécondité, voilà. De ses capacités à féconder. Il n'y a pas d'âge spécifique. Voilà. Mais après, il faut savoir que de toute façon, dans tous les cas, les truies sont toujours relativement bien traitées. Voilà, les agriculteurs sont toujours les agriculteurs, disons les éleveurs plutôt, plus particulièrement, sont toujours très attentifs aux besoins de l'animal et font toujours très attention à tout ça. Voilà. Alors, elle fait une portée, c'est combien à peu près en moyenne, une portée de petits porcelets? Pareil, c'est très hétérogène. Très hétérogène. Ça va de combien? De 5 à 8 à 7? Ouais, ça peut être autour d'une dizaine. C'est ça. Ouais. Mais alors dans les élevages, en prison, la truie, elle est protégée pour ne pas... Enfin, protégée. On l'empêche d'écraser ses petits, en fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour du bien-être animal, bien entendu. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses autour du bien-être animal, c'est-à-dire qu'il faut à la fois protéger la maman, la truie, et il faut également protéger les petits qui naissent. Donc, pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, avec des cases qui sont réalisées de manière idéale pour protéger à la fois les petits et à la fois la maman. Voilà, pour que la maman ne se couche pas sur ses petits, ce qui peut arriver. Donc là, ils sont très très mal parce qu'elle est beaucoup plus lourde qu'eux. Terminé. Exactement. Bon, alors les pubs dans une minute, je pense que c'est maintenant si tu veux. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Présenté par Clarisse Automobile, distributeur Citroën et tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Et on ne manquera pas de soutenir l'équipe de France. Merci beaucoup Antoine Evasian. Et on prend la direction de la Normandie, rejoindre Jean-Paul Delperrier à Cabourg. Bonjour Jean-Paul, les courses avec toi aujourd'hui. Oui, bonsoir. Bonjour, ce soir plutôt. En nocturne à 20h15, Antoine, le prix d'Argentan sur cet hippodrome, 2725 mètres avec 14 concurrents, dont le numéro 6, Eradam, qui est des plus réguliers, capable de s'imposer de bout en bout avec le 9, Gabelou Carizé, l'As, Ginko Tellois, 10, Denzo Montaval, 5, Cuit F. Bocco, 14, Eregon de Jupille et 12, Flying Brickle.
6, 9, As, 10, 5, 14 et 12. En sélection du jour sur l'hippodrome de la Teste de Buche en Réunion 4 courses 5, je vous conseille le 6, There is no no. Merci beaucoup Jean-Paul Delpalais. Tous vos pronostics à retrouver sur le site de sudradio.fr. Tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque et Clarisse Automobile, distributeur Citroën, présente Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Alors, mais j'attendais 64, le tourisme et tout ça. Oh là 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 là, c'est déjà passé. Non, je voulais mettre un petit SMS à Eric. Qui me dit bonne dernière avec plein de trucs. Bon, je te l'envoie tout de suite. Hop, c'est fait. Du coup, à la base. Ah, j'ai oublié à la base dans les expressions. À la base, je suis sur Lyon. En fait, du coup, tu vas parler, Armel. Mais si, tu t'éloignes pas. Alors, on est donc à Morlan. M-O-R-L-A-2-N-E. C'est très beau, très doux. Le château derrière nous, il est magnifique. À ma gauche, j'ai donc Florent du Baquier, la maison du jambon de Bayonne. À côté de toi, donc, c'est Antoine. C'est ça? C'est Antoine. Antoine Mazer, c'est bien ça? Bien sûr, ça fait 3 semaines qu'on est tous les deux. Estelle Masset, juste en face de moi, qui est la directrice du château. Et puis la jeune personne à côté de vous, si vous dites votre nom, vous avez aussi fait des études d'histoire de l'art. Dis-moi. Oui, c'est ça. Donc, je m'appelle Marion. Donc, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Le micro n'est pas branché. Alors vas-y. Non, on a des coupures. Bon. Okay. Vas-y. Donc oui, j'ai fait une licence histoire de l'art à Bordeaux et ensuite j'ai poursuivi avec un master en patrimoine à Perpignan. D'accord. Et pourquoi vous êtes ici alors ? Parce que je travaille, depuis l'année dernière, je suis ici en contrat, donc je suis guide au château. D'accord, donc vous êtes toutes les deux à travailler au même endroit en fait. Oui, c'est ça. Et vous habitez ici aussi ? Non, là je suis sur Pau, mais ma famille est originaire... Sur Pau, ding, ding. Il va y avoir un gage. Ouais, t'es à Pourquoi ? Pau. Non, parce que sur Pau ou sur Lyon, je trouve ça étrange de dire sur. T'imagines la personne comme Little Nemo, c'est une bande dessinée extraordinaire, dans un lit qui plane, qui flotte comme un tapis volant au-dessus de la ville. Je vois toujours ça. Je suis sur Lyon et je vois le mec allongé qui flotte au-dessus de la ville, mais bon, c'est dans ma tête et tout. Ouais, Pau, c'est pas loin, c'est combien ? 15 km ? Oh non. Plus que ça ? On fait 40 minutes de route à peu près. Ah, quand même. Ouais, depuis le centre. D'accord. Ouais. Donc je continue le petit tour de table à droite, vous l'avez entendu, c'est Michael avec son panier fleuri qu'il a mis devant mon nez. Et puis les Kleenex qui est là, c'est parce que je suis enrhumé. Et c'est donc, si tu t'approches Armel, je vais quand même réussir à te faire parler. Voilà. Ah, c'est parfait. Donc dis-moi qui tu es, toujours la deuxième jour avec toi, deuxième robe en tissu très léger. Françoise, très jolie, impression important. On aime bien les tissus à la maison, c'est ce que je disais l'autre jour en voyant, on est des chiffonniers, donc on aime les tissus. Regardez. Que faites-vous, cher ami ? Donc je suis Armel Barthès-Casal, je travaille à l'agence départementale du tourisme Béarn-Pays Basque. Donc le Béarn et le Pays Basque sont 2 destinations touristiques des Pyrénées-Atlantiques dans le sud-ouest. On en a largement parlé et on est ravis d'accueillir Sud Radio, toi Gérard et Antoine sur toute cette semaine puisqu'il y a eu 5 émissions tournées chez nous. Alors quand quelqu'un arrive, vous organisez, t'organises des visites, et comment ça se passe ? Hôtel, logement, voiture, le caractère, la tronche du gars, sympa, chiant, c'est comment ? Parisien ? Allez. Bon, parisien, non, pas tant que ça. Vous êtes ni l'un ni l'autre parisien, si j'ai bien compris. Puis peu importe, on est toujours content d'accueillir. On est, je pense, un terroir accueillant, convivial. On aime rencontrer des nouvelles personnes et échanger. Je pense que, j'espère que vous l'avez ressenti pendant toute cette semaine. Alors non, justement, là, on s'est emmerdé. Alors vraiment. Oh, le menteur. Dis-le, Antoine. Même hier soir, c'était pas bien. Tu vois, mal logé, mal. Moi, j'ai des photos, hein. Ah ouais. Non. Mais c'est bien parce qu'on a fait 3 semaines de déplacement à droite et à gauche et on a eu plein de cas de figure. On n'en a pas tellement parlé en fait. D'hôtel
Et à Bourganeuf, on s'est éclaté dans l'hôtel chez Maman. Moi, je l'appelle, je suis un peu familier quand même. Mais Maman, elle est top. C'est une dame du Nord qui est jeune, qui a une 50aine d'années. La viande, excellente. Et puis l'hôtel, c'est top. On a vraiment bien rigolé. On est allé aussi au Beria dimanche dernier. Chic, grand hôtel avec un trinquet juste en face. J'en ai même pas parlé. Le monsieur qui a créé, qui a financé tout ça voudrait avoir le plus beau trinquet de France, on va dire. C'est un peu ça, un trinquet. Je vous raconterai ce que c'est. C'est très compliqué. C'est un jeu de balles avec la paume de la main. C'est un espace fermé qui peut faire une trentaine de mètres de long sur moins de 10 mètres de large. Les joueurs tapent la balle avec la paume. La main, elle peut être un peu enroulée, enveloppée avec quelque chose pour la protéger parce que c'est très violent. Et donc, je ne veux pas dire le mot squash, mais c'est beaucoup plus intéressant que ça et c'est une tradition dans les tripes des gens, quoi, ici. Vraiment. Oui, ça, je vais dire il y a que le mot filière qui me vient, mais c'est dans le même esprit que la pelote, la pala, voilà, on est sur ces jeux de balles, effectivement, jeux de paume de la main. Et alors donc on avait cet hôtel, qu'est-ce qu'on a eu après comme hébergement lequel? À Moléon, le domaine Aguerria. Alors c'était Aguerria, ah oui. Où il y avait notamment un ancien domaine de moines en fait, tout simplement. Et on se disait, mais les curés, ils avaient du blé. Le truc, il est énorme, vraiment énorme, mais c'est un peu triste quand même, mais énorme. On monte, tac, puis on arrive vers un grand bâtiment, grand. Et à l'intérieur, il y a un patio, je veux dire. Vous pouvez circuler, réfléchir, se parler et tout. Oh, mais c'est quand même démesuré, vraiment. Ah mais c'est effectivement immense, c'est impressionnant. Ouais. Hier soir, on était parfaitement bien reçus, logés, etc. Donc, je pourrais te demander quand même, Armel, et puis à chacun d'entre vous, malgré tout, puisque moi je porte la casquette du Parisien, quand je suis en Auvergne, évidemment, ça fait 40 ans qu'on y va, mais bien entendu, je suis parisien, le Parisien, et je voudrais savoir pourquoi cette étiquette dans la France reste encore sur des gens qui, j'habite pas Paris, n'habitent pas Paris, habitent une ville et on dit c'est un Parisien. Je trouve ça incroyable, non, de s'entêter à conserver le mot parisien, tu vois. Non, mais c'est au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Ouais, on le dit, je pense, avec un peu d'humour, c'est un peu de caricature. Elle rit, les filles, ça les fait rire. Mais vous allez réagir. Prends un micro, prenez un... Ah ben non, il n'y en a plus. Un autre, il est en panne. Ah ben heureusement que c'est le dernier jour. Non, mais je vais céder mon micro, justement, parce que la question est fort embêtante. On le dit un peu pour plaisanter. C'est une façon de caricaturer quelqu'un qui arrive et qui n'a pas forcément nos codes, mais en même temps, c'est à nous de transmettre nos codes et nos façons de fonctionner, justement pour que celui qu'on a qualifié de Parisien ne soit plus un Parisien et s'adapte à nos façons, et inversement nous le découvrir, et c'est du partage. Mais je pense qu'il faut le prendre surtout sous le sens de l'humour, pas sûr. Ouais. Elle rigole. Non, mais moi, je plaisante, je me marre, mais le voisin maintenant, l'homme des fleurs et des parfums, donc de la cabane, comment ça s'appelle, pardon? Cabane aux arbres tordus. Et alors un Parisien, c'est quoi pour vous? Il n'y a pas que les Parisiens, il y a des gens qui ne sont pas natifs d'ici. Voilà, moi je m'appelle Michael Pantaleone, j'ai des origines italiennes. Et réellement, si vous avez beau être né ici, il y a aussi avec les populations locales certaines réticences. Donc ça, il faut le rappeler, c'est pas que des Parisiens qui sont étrangers, c'est des gens avec des noms différents, et c'est ça qui fait aussi la mixité de la France, il me semble. Tout à fait. Donc le vivre ensemble, c'est aussi accepter l'autre, et c'est pas parce qu'on vient d'arriver depuis 5-6 ans sur un village qu'on est un étranger et qu'on doit avoir des difficultés à créer et à pouvoir développer son affaire. Non, très bien. Bon alors, Jamel envoie les pubs et puis on va continuer le tour de table. Merci. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Avec tourisme64.com, passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Ah, j'ai bien laissé, t'as vu Armel, elle rigole. Elle fait des signes. Et donc on est à Morlan, toujours MORLA2NE, château derrière nous, et le village est vraiment, mais c'est beau, vraiment très beau. Donc je m'embrouille parce que je réfléchis. En fait, du coup, Colombo parlait toujours de sa femme, c'est Colombo, Peter Falk. Ma femme, et moi je parle souvent de la mienne. Donc au téléphone, tous les jours, elle me dit, mais disons,
partout où tu vas, c'est idyllique, quoi. Les gens disent formidable, on est bien accueillis ici, on est bien accueillis là-bas, on est bien accueillis partout. Donc ça la fait rire. Bah, évidemment, on a une vraie vie aussi avec des rencontres et des gens. Et 40 ans d'Auvergne, par exemple, où moi, en tout cas, je serai toujours dans le village, le Parisien. Ou ceux qui t'aiment pas, c'est l'autre con, tu vois ce que je veux dire. Donc on ne peut pas nier ça. C'est vrai, hein. Madame la Châtelaine, est-ce qu'elle veut dire quelque chose sur les Parisiens? Oh, pardon, mais vous êtes vous-même parisienne? Non, absolument pas. Alors d'où êtes-vous, cher ami? Alors moi, pour le coup, je suis vraiment du cru. Né en Béarn, grandi en Béarn, je travaille en Béarn. J'ai fait des études à Bordeaux pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, mais il faut pas passer Bordeaux parce que au-delà c'est le Nord. Enfin, je vais parler qu'en mon nom, mais c'est vrai que nous, en tout cas, dans notre cœur de métier, on a vraiment à cœur d'accueillir le public et d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne. Alors c'est sûr que, comme disait Armel tout à l'heure, on a des fonctionnements différents peut-être parce que voilà, parce que nous on vit à la campagne et que notre mode de vie sont, je pense, différents. Oui, oui. Avec, alors on dit les Parisiens, mais finalement les citadins aussi, d'une manière générale. Mais on les accueille avec plaisir quand même pour leur faire visiter, leur faire découvrir nos richesses du fin fond de nos campagnes. Non, mais ça se voit, bien sûr. Non, vous avez un esprit peut-être différent, une formation différente. Et vous, alors, jeune voisine, et tu te dis, non, c'est pour savoir comment vous... Tu parles. Comment vous percevez les citadins ou les gens qui viennent visiter ou Est-ce que le mot parisien est souvent dans votre bouche ou pas souvent? Non, je trouve que c'est un peu péjoratif quand même. Voilà. Après, c'est vrai que d'avoir, alors moi aussi je suis vraiment de la région, mais c'est vrai que d'avoir fait les études un peu dans les grandes villes, ça, personnellement, ça m'a un peu ouvert aussi à. Elle a mis les guillemets avec sa main droite. Vous savez comment faire. Voilà, mais c'est vrai que ça m'a un peu ouvert. Et puis c'est sûr, comme me disait Estelle, on accueille de tout public. Même tout nationalité aussi, on a d'autres pays étrangers, ça moi j'aime beaucoup que vraiment il y a aussi des étrangers qui viennent visiter le patrimoine français et donc bien sûr on accueille ça pas avec dédain, on est heureux d'accueillir tous ces gens, voilà. Bien sûr, normal. Ouais, vous avez une motivation importante. C'est vrai que le lieu, le vécu de ce lieu est touchant. Donc, ouais, je comprends. Votre attitude est différente. C'est pas pareil qu'un paysan qui accueille. Moi, j'ai élevé des vaches, par exemple. Pendant 10 années, j'ai élevé des vaches. On n'a pas le droit d'élever des vaches si on n'est pas éleveur de vaches depuis 18 générations, quoi. Ouais. Et c'est un peu ennuyeux parce qu'il y a des gens... la première émission qu'on a faite, on l'a faite à Brioude, c'est dans la Haute-Loire, devant un endroit qui s'appelle... Oh, vous verriez ça, les filles, le Doyenné. Donc l'ancien maire Jean-Jacques Fauché, un mec vraiment bien, et le nouveau maire pareil, ont remis en état un endroit mais absolument magnifique, plafond peint et tout, un truc très très beau. Et la chance qu'ils ont eue, c'est de rencontrer un monsieur qui travaillait avec les sœurs Mag. La maison Mag, il était à Saint-Paul-de-Vence depuis très longtemps, les filles Mag de là. Et puis avec Jean-Jacques, ils se sont plus. Ils se sont rencontrés, puis ils se sont plus. Et il lui a dit, mais pourquoi tu n'utilises pas le Doyenné pour faire des expositions? Donc la France entière en vit. Il y a vu Picasso et tout, il y a des trucs magnifiques dans le Doyenné. Première émission, on était devant le Doyenné. Et j'ai dit à Jean-Jacques et puis au maire, j'ai dit le Doyenné, en revanche, c'est beau, mais la mairie, elle est moche. Et je peux me permettre de le dire, la mairie, elle a été faite année béton, tu sais, à chier. Gucciotte, l'architecte s'appelait Raphaël Gucciotte. Et là, il a frappé dans la grange, dans votre grange, Raphaël Gucciotte. Bah évidemment. Non, mais il faut dire les choses. Pourquoi est-ce qu'on ne le dirait pas? Le Gressérame, à côté d'un château absolument magnifique, le Gressérame dans une grange qui devait avoir une bonne ambiance d'odeur et tout, c'est pas grave, c'est moi qui le dis, les filles. Mais c'est pas bien, quoi. Il n'y a pas que ça. Bon. Donc, on a fait cette émission. Là, il y avait une fille, Linda. Linda, elle élève des vaches. Elle est suédoise. Elle a une patate d'enfer avec son mari. Donc, ils sont venus faire paysans. Ils ont racheté une ferme d'un bonhomme qui était pas du tout bio ni rien. Et du coup, c'est devenu bio, etc. Et ils font des trucs avec les vaches magnifiques. C'est parce que Linda, elle a une énergie d'enfer que les gens du coin commencent à supporter, on va dire. Tu vois? Mais sinon, si tu arrives avec tes paysans et que tu n'es pas du tout paysan, que tu arrives de l'étranger, tu restes quand même le Parisien. Ça, on ferme la parenthèse. On revient sur Linda qui était quand même absolument époustouflante. J'aime les filles, je ne vis qu'avec des filles. Je n'ai rien contre les garçons, mais ma vie, c'est les filles, quoi. Je trouve que vous avez, une drôle d'énergie, un truc en plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, monsieur Jambon de Bayonne? Je l'appelle comme ça, mais c'est amical. Hein. C'est pas évident. Est-ce qu'il y a des filles dans ce travail? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elles postent, elles ont?
Alors, les filles sont essentiellement sur la partie administrative. Tu vois voilà. Mais elles touchent pas la bête. Mais on a également des filles sur notre espace muséographique, puisqu'à Arzac, il faut savoir qu'on a également un espace muséographique qui parle un petit peu de toute l'histoire du jambon de Bayonne, mais également de l'élevage du porc. Mais pourquoi ça a commencé à Bayonne, le jambon ? Alors, écoutez, c'est un peu la même question avec le vin de Bordeaux. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est marrant. Pourquoi le jambon de Bayonne ? Donc, le jambon de Bayonne, en fait, historiquement, il y avait des rabatteurs qui passaient dans le Béarn, alors plutôt dans les campagnes, dans le monde rural, donc qui passaient racheter dans les fermes, dans les petites fermes, puisque voilà, souvent le monde rural était plutôt pauvre, il faut le dire, c'était des familles d'agriculteurs qui élevaient leurs porcs, qui consommaient quasi en partie, mais pour se faire un peu l'argent de l'année, vendaient leur jambon, donc 1 ou 2 jambons. Et donc ces rabatteurs passaient dans les fermes, dans les terres, récupéraient ces jambons et allaient les vendre sur la grande foire que vous connaissez sans aucun doute, la foire du jambon de Bayonne, comme son nom l'indique, qui se déroulait à Bayonne, et tous les jambons partaient depuis le port de Bayonne et allaient inonder le marché national et également le marché un peu à l'international. Le jambon qui partait de chez le paysan, il était déjà travaillé, il était salé, sinon il est pourri. Tout à fait, il était même affiné, il était prêt à consommer en fait, et l'agriculteur qui l'avait fait, en bénéficiant de cet effet de fun dont je parlais tout à l'heure, vendait le jambon à ce rabatteur qui lui allait le vendre sur la foire, prêt à consommer, et là des gens venaient l'acheter et ça partait par bateau depuis Bayonne, depuis le port de Bayonne. D'accord, donc le cochon ou le porc il est mort, on prend les 2 jambons, on les sépare ou on les laisse ensemble? On les sépare et on leur fait quoi exactement pour les conserver quand on est, il y a 100 ans par exemple, que faisaient les gens du sel? Alors bien sûr, merci, je prête le micro. Ouais, très bien, merci. Donc, alors comment on fait un bon jambon de Bayonne? Donc déjà il faut du temps. Non mais à l'époque, le bonhomme qui vend son jambon, on est 100 ans en arrière, à l'époque il a fait quoi avec son jambon? Il l'a salé comment? Dehors, dedans? Aujourd'hui on reproduit en fait ce qui était fait il y a déjà 100 ans. Donc il nous faut du temps, de l'air et du sel. Voilà, en gros, c'est les ingrédients qu'il faut pour le sel à l'extérieur, pour le jambon de Bayonne. Alors, dans le cahier des charges du jambon de Bayonne, on utilise exclusivement du sel de Salis de Béarn, donc qui est un sel du bassin de l'Adour, puisque la saline se trouve à Salis de Béarn, à quelques kilomètres d'ici, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Ok, mais ce que je voulais dire, c'est que le sel, on le met uniquement à l'extérieur du jambon. Oui, c'est pas du saumurage comme ça peut être fait dans d'autres régions. Voilà. Là, c'est un salage avec du sel sec, donc c'est-à-dire qu'on va frotter le jambon avec du sel sec. On va le mettre dans une pièce où il fait le plus frais possible et le plus humide possible pendant quelques jours. Alors ce nombre de jours se calcule par rapport au poids du jambon. Plus un jambon va être lourd et gras, plus on va le laisser sous le sel. Ensuite, on va débarrasser le jambon du sel qu'il a en surface. Et là, à ce moment-là, on va pendre le jambon dans des pièces. Alors, dans un premier temps, on va le mettre dans des pièces froides. Alors, pourquoi dans des pièces froides? On va reproduire ce qui était fait il y a 100 ans, ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tous les pelle-porcs, dont on parlait tout à l'heure hors antenne, tous les pelle-porcs étaient réalisés l'hiver. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de conserver la viande. Donc, on réalisait les pelle-porcs l'hiver. Comme ça, la conservation était faite soit par le froid et le sel, soit par des confits. Voilà. Donc, on va saler le jambon plutôt l'hiver. Donc, nous, maintenant, dans les entreprises du jambon de Bayonne, on reproduit cette froidure hivernale au départ. Et ensuite, le jambon va évoluer dans plusieurs salles pour reproduire les 4 saisons. Donc, après l'hiver, on va passer au printemps, à l'été et à l'automne, donc en faisant des variations de température et d'hygrométrie qui sont propres au climat que l'on a ici. Alors combien de temps ça va prendre entre le cochon qui court et le jambon qu'on mange? Aujourd'hui, dans le cahier des charges jambon de Bayonne, il faut que le jambon ait un affinage minimum de 9 mois. Ouais. Et l'élevage du porc va dépendre en fait de la taille du jambon que l'on souhaite. Donc un porc va être élevé entre 6 et 12 mois en gros. Voire plus pour certains. Et ensuite, le jambon va être affiné minimum 9 mois et on peut aller jusqu'à 24 mois, 36 mois d'affinage si on le souhaite, selon le poids du jambon. En fait, c'est un peu le poids et la perspective, les qualités du jambon. On en parlait tout à l'heure, du gras. Plus un jambon va être gras et gros,
plus il va falloir l'affiner longtemps pour qu'il amène le goût que l'on recherche. Et alors comment on est sûr d'acheter un bon jambon? Alors déjà, pour pas se tromper, il faut acheter un jambon de Bayonne. Ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et non, un bon jambon, c'est un jambon de Bayonne. Vous pouvez pas vous tromper. Voilà, si vous achetez un bon jambon de Bayonne, après, comme on en parlait tout à l'heure, ça dépend des goûts. Hein. Quelqu'un va le préférer plus gras, l'autre va le préférer plus maigre. Ouais. Là, c'est vraiment chacun a son goût, mais vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Ouais, non, ça donne envie. Et avec les fleurs, il y a des choses. Tiens, je remets le panier sur la table. Toi, t'es venu avec des choses qui sont bons, Michael, avec des fleurs et des choses comme ça. Lui, il nous parle de jambon. Il a même pas amené un morceau de jambon. Vous vous rendez compte? T'en as pas dans ta voiture cachée? J'ai pêché, mais j'habite. On n'est pas loin, hein, Arzac, c'est pas loin. Non, mais je te fais de faire un aller-retour. Je plaisante. C'est très bon, moi j'aime bien. Et alors, est-ce qu'on trouve ici à acheter, ça coûte une fortune, cette machine qui est italienne, tu sais, avec le tablier qui déplace le jambon et qui fait des tranches tellement fines. C'est ça qu'il faut dire aussi, plus c'est fin, enfin pour moi meilleur c'est quoi. Voilà, alors le jambon de Bayonne, il y a des milliers de manières de le consommer. Alors certains vont l'aimer très faire en chiffonnade à l'apéritif, ouais. Mais après certains, c'était assez traditionnel ici par chez nous, vont le manger très épais et mais on coupe la tranche. Voilà. Aller-retour à la poêle avec 2 œufs et un peu de piperade et là c'est parfait quoi. Ah. Madame la Châtelaine est d'accord. Mais la Châtelaine, je veux pas, elle est énorme en fait. Il faut qu'elle fasse un régime. Non, pas du tout. Elle est toute frêle. Il y a des pubs, Jamel. Bah vas-y. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Gérard Klein. Avec tourisme64.com, passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Ouais, ça vaut le coup. Béarn et Pays Basque, vraiment, ça vaut le coup. Non, je rigole. Antoine me disait, c'est la dernière demi-heure. En fait, ça fait 3 semaines qu'on se promène, qu'on se balade à droite, à gauche, avec une voiture. Au début, c'était la DS jaune, donc la vieille DS, bourrée de matériel, de tout ce qui fonctionne plus. Maintenant, le micro, il est mort, le câble, il est mort. Ça fait 3 semaines qu'on les plie et qu'on les déplie, qu'on les déroule, surtout toi, d'ailleurs, Antoine, tous les jours. Et il n'y a pas de musique, non, on me disait, on en parlait avec les filles. Et non, c'est du talk, comme tu dis, Patrick, parce que je sais que tu écoutes, Patrick Roger, c'est du talk, parler. Mais les pubs sont bienvenues dans la mesure où elles rythment quand même nos discussions, parce que parler 2 heures ininterrompues à quelqu'un, d'abord c'est pas facile, et pour les personnes, et pour moi, et pour nous, et puis peut-être ça pourrait lasser les gens. Antoine, comment c'est ? Et notamment, la pub qui nous a marqué, c'est la pub Lidl. Voilà, Lidl, on a toujours bien aimé cette pub. On n'est pas sponsorisé, on rappelle, on n'est pas payé par Lidl. Non, mais on peut parler. C'est comme à la télévision, quand vous regardez des choses à la télé, les marques elles sont inversées. Mais c'est vraiment nul quoi, c'est un truc de faux cul. Tu vois Carrefour, Intermarché, alors pour pas qu'on voit dans les reportages et le mec qui parle avec la même musique de journaliste, c'est comme ça de la voix et tout. Et on nous montre parfois des prix de produits, tu vois. Donc tu vois Intermarché c'est inversé, évidemment tout le monde voit que c'est Intermarché. Carrefour c'est inversé, donc c'est ridicule. En fait, il y a plein de choses qui sont absolument ridicules. Boire avec modération, t'as des pubs pour le pinard, l'alcool et tout, puis tout de suite non, on peut bien sûr avec modération. Alors, donc Lidl, ça nous plaisait parce qu'on est mal. Donc on a cherché, raconte Antoine, on a cherché d'où venait on est mal. Et Lidl, c'est la pub. Et on l'a découvert au château de Las. Un auditeur nous avait répondu sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Il nous avait dit que ça venait du film de Patrick Timsit, Un Indien dans la ville. On est mal. On est mal. Il est fort, Jamel. Ah ouais, bravo Jamel. Ouais, il est fort parce qu'il a compris qu'on voulait passer le truc. Mais tu vois, Jamel, moi je les écoute les pubs quand on est en train de parler donc autour d'une table. Les gens sont là, j'ai un casque, ça m'arrange bien, puis j'entends bien. Et j'écoute tout, c'est-à-dire que j'écoute l'émission de radio du début à la fin. J'essaie de me mettre à votre place à vous qui écoutez la radio. La personne qui écoute la radio, elle se farcit les pubs, elle écoute Lidl, machin, etc. Donc si tu parles à la radio et que t'as pas entendu les pubs, c'est un petit peu difficile. Donc Lidl, vraiment on l'aime bien. On avait Carglass au début qui était bien parce que c'était tellement des gens qui apparemment n'étaient pas doués pour faire de la pub que c'était pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire Antoine? Darty aussi, enfin on va peut-être toutes les faire. Ouais, ben moi j'aime bien. Non mais heureusement, je trouve que les pubs sont bien faites, faut le dire. Voilà, oui, les pubs rythment quelque chose quand même, dans la mesure où on s'arrête de parler un peu quand même. On part dans un autre univers de pub et puis après on se remet à parler. Les Parisiens, le Parisien, j'ai pas fait. Ah mais c'est Antoine, c'est quoi pour toi un Parisien alors?
Très bonne question pour quelqu'un qui ne vient pas de Paris. Non, mais tu viens d'où? Dis-leur d'où tu viens, elles le savent pas. Bah, je viens d'un petit coin en Charente, donc vraiment du côté rural vraiment de la France où il y avait vraiment pas grand chose. Mais c'est vrai que après, quand on va à Paris, c'est avec une ambition, c'est pour travailler, on va dire. Donc c'est vrai que pour le travail, c'est peut-être ce qu'il y a de plus idéal en France, on va dire, notamment dans les médias, pour travailler sur l'information, sur l'actualité, mais aussi venir ici dans des endroits beaucoup plus ruraux pour voir ce qu'est la vraie France, entre guillemets, celle qui est des fois peut-être épargnée dans certains médias. Donc je pense qu'il faut pas opposer, il faut plutôt rassembler, comme ce que fait Sud Radio à travers les routes de l'été, pour montrer il est bon ce qui se passe partout en fait en France. Et je pense qu'il faut s'aider de cette richesse qu'on peut voir aujourd'hui, comme le fait Mickaël avec ses produits, et ça on va pas le retrouver par exemple à Paris. Ça c'est aussi une richesse qui va pouvoir y avoir qu'ici, et des choses qu'il ne va pas y avoir en ville, enfin qu'il va y avoir en ville mais qu'on va pas pouvoir retrouver aussi ici. Donc je pense qu'il faut, au lieu de s'opposer, se rassembler. Ouais, d'accord, mais les deux jeunes filles qui sont là font un travail qui n'a rien à voir avec ni ça ni les cochons. C'est en profondeur aussi, ça veut dire c'est la culture. La culture, parfois, moi je le dis sincèrement, des fois c'est vraiment chiant parce que les gens qui en parlent sont carrément chiants et prétentieux. Et là, c'est très différent. Vos profils, elles sont jeunes, elles ont une attitude complètement différente. Il y a du renouveau dans la culture pour moi, dans la mesure où des gens plus jeunes voient la chose c'est vrai, hein, les choses d'une autre façon. Elles secouent la tête toutes les deux. Non, mais tu peux leur donner un micro parce qu'elles ont... Je pense que juste les gens de la campagne aiment bien venir à Paris pour, entre guillemets, une activité plutôt touristique ou même découvrir une des plus belles villes du monde. Et je pense que les Parisiens aiment beaucoup venir aussi à la campagne pour se ressourcer ou redécouvrir, comme on disait, un été en Béarn ou un automne au Pays Basque. Je pense que ça leur fait plaisir, et c'est aussi pour ça que je pense que les deux ont besoin et doivent s'entraider et s'aimer. Je pense s'aimer. Faut prôner ça. Il nous fait des réponses de journalistes. Quand t'es parisien, mon pote. Tu verras. Je suis pas parisien. Non, tout de suite il l'a dit. Et vous en pensez quoi, mesdemoiselles, de tout ça? Madame la Châtelaine, je vous appelle comme ça, mais c'est gentil. Hein. Je suis flattée. C'est gentil. Bah oui, ça vous va bien. Non, mais je rebondis sur ce que vous disiez quand vous parliez de la culture qui des fois va avec un discours qui peut paraître un peu long, un peu ennuyeux. Pompeux, prétentieux. Un peu pompeux, voilà. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire ici au château. Alors encore une fois, on parle qu'en notre nom, hein, mais c'est justement de rendre les visites guidées plus attrayantes aussi, d'avoir un discours, de prendre le temps avec les visiteurs, de voir chacun ce qu'il sait, ce qu'il sait pas, et de les accompagner dans leur découverte du château. Alors ça passe bien sûr par des points historiques, mais le but c'est d'accueillir tout le monde au château et qu'on essaie d'enlever ces étiquettes aussi de la culture n'est accessible, qu'à certaines personnes. Non, on accueille tout le monde au château et on les accompagne en visite guidée en fonction de leurs connaissances personnelles, en fonction de leurs envies aussi, et de ce qu'ils ont envie d'apprendre et de découvrir avec nous. L'idée c'est de dépoussiérer un petit peu cette image du guide un peu conférencier et de faire des visites un peu plus vivantes. Un petit coup de jeunesse comme vous le disiez. C'est vrai. Hein. Et alors un garçon comme Stéphane Bern, pour vous, il est utile à quelque chose? Non, on l'adore quand même, Stéphane. Parce qu'en fait, y a ce petit côté rigolo quand même. Ah ouais, bien. Vous avez parlé de chef-d'œuvre en péril. Oui. Et donc le bonhomme, je l'ai connu. Moi, je suis âgé. Je l'ai vu à la maison de la radio. Non, avant la maison de la radio et à la maison de la radio, il y a très 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 longtemps. Et il se bagarrait pour arriver à faire en sorte que Chef-d'œuvre en péril, c'était l'émission à la télévision en noir et blanc. On voyait des châteaux qui tombaient en ruine. Et lui disait, mais il faut aider ces gens-là. C'est bien que ce soit passé quand même, parce que sinon tout ça serait carrément des ruines. Ah oui, bien sûr. À part tout l'argent que ces gens-là ont pu mettre là-dedans, sinon c'est des ruines totales. Oui, non, après, j'englobe pas tout le monde dans la culture, que c'est pompeux et pas du tout. Hein. Non. L'idée, c'est que voilà, nous, sur des sites comme ça, ruraux, que tout le monde se sente concerné, intéressé, que ce soit si bien les Morlanais, que les villages du Tout, que les Parisiens en vacances. Voilà. Et ça intéresse bien par exemple, si vous avez besoin d'argent pour quelque chose, le département, il intervient rapidement, c'est long, c'est compliqué. Arlette, regarde tout le monde
monde se barre. Ah, c'est drôle. Elle se recule. Alors, non, mais je demande simplement si c'est facile ou si au contraire c'est un peu besogneux de dire on voudrait faire ceci et cela. On c'est a pas évident. un planning préétabli sur plusieurs années. Donc, plusieurs générations, quoi. Non, on peut pas tout faire en même temps. Non, ça, bien sûr. sûr. Surtout quand on parle d'un château, voilà, il y a des coûts aussi. Donc, on essaie d'établir des priorités, que ce soit pour la collection ou pour le bâti, avec un planning des travaux qui auront lieu, voilà, sur les années à venir. On fait petit à petit, comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous auriez à faire dans le château? On ne l'a pas visité puisqu'on est arrivé tout à l'heure. Moi, j'ai vu la cour, donc c'est bien, c'est propre. Et après, à l'intérieur, il y a des choses à faire? Ou des toits, des trucs comme ça? Alors, il y a un projet de toiture, alors qui ne sera pas pour cette année ni pour l'année prochaine. Quelle surface vous avez? Vous savez pas, non, mais c'est de la même tuile que ça ou pas? De la tuile Picon, oui, vraiment la tuile béarnaise. Ouais, la petite plate, elle est belle, elle est belle. Ah oui. Ah ouais, vraiment belle. Elle est faite dans le coin, cette tuile-là, il y a des... Moi, je pense, on peut en faire par ici. Et alors ça, par exemple, c'est un chantier, c'est long? Bah oui. Ah oui, alors là, on est vraiment qu'au tout début, on étudie les besoins, on n'a rien commencé. Il y a de la charpente à faire. Mais potentiellement, voilà, il faut étudier les besoins en charpente, en tuiles. Donc ça, c'est un projet vraiment long terme. Ouais, bien ça sûr. va pas être fait dans l'immédiat. Après, il y a des projets aussi qui sont faits au niveau de la collection. Donc il y a des projets de restauration. Donc là, on a fêté le retour en mars de 7 pastels qui étaient partis en restauration. Donc ça, c'est des projets aussi de longue durée. Voilà, on essaie régulièrement, en fonction des besoins de certaines œuvres, qu'elles partent en restauration, qu'elles puissent revenir. Donc là, on n'a pas pu les exposer cette année parce que voilà, c'était un peu court dans le temps. On espère pouvoir le faire dès l'année prochaine pour pouvoir montrer au public aussi le travail qui se passe derrière, qui se passe l'hiver, et tous ces projets de restauration. Quand on est arrivé, on parlait... moi, je vous demandais qui habitait là, mais le monsieur et la dame, et vous parliez de monsieur et de madame en disant madame est décédée, je sais pas quand et tout. Ils étaient comment alors tous les deux, les gens qui vivaient là? Alors moi, personnellement, je les ai pas connus, mais on a beaucoup d'échos, puisque tu les as pas connus, dans le village, beaucoup les ont connus, beaucoup viennent nous raconter un petit peu aussi. Alors donc Madame Ritter était alors une dame passionnée par les fleurs, par les jardins. Elle avait un grand jardin, elle faisait des bouquets frais tous les matins pour chaque pièce du château. Elle aimait recevoir, donc ça reste vraiment une de ses voilà, facettes de sa personnalité. Elle recevait beaucoup, il y avait beaucoup de fêtes ici, alors des fêtes médiévales aussi, comme quoi on n'a rien inventé. Hein. Quand on fait nos fêtes médiévales au château, c'était déjà le cas du temps des Ritter. Avec voilà, des spectacles de reconstitution aussi, des gens costumés, donc c'était vraiment des passionnés d'histoire avant tout. Et donc oui, Raymond, donc avocat, mais historien, passionné par la région, le Béarn, enfin les Pyrénées d'une manière générale. Qui a écrit également beaucoup d'ouvrages historiques. Alors aujourd'hui, on connaît la revue Pyrénées qui s'appelait le Bulletin pyrénéen auparavant, et donc Raymond a travaillé également pour cette revue-là. Ils étaient marrants finalement eux deux. Oui, je pense. Passionnés, sûrement passionnants. S'ils faisaient des fêtes et des trucs comme ça, c'est qu'ils devaient être rigolos, parce que parfois quand on est dans des endroits comme celui-là, on a une image de vieilles personnes en fait. On est les deux vieux qui habitaient là, enfin les deux vieilles personnes, mais en fait ces vieux ont été jeunes. Et oui. Peut-être que jeunes là-dedans avec des centaines de tuiles à remettre en place et tout, ça devait être un sacré chantier quand même. Oui. Ah ouais. On a des photos. Ils ont dû faire du camping au début quand même les deux, avant d'être vieux. Au départ, ils avaient leur villa à Pau, donc ils ne l'ont vendu que par la suite. Mais en effet, j'imagine, quand il faut ranger ses appartements le matin, parce qu'il y a les visiteurs qui vont se balader dans toutes les pièces de la maison, enfin du château, ça demande un peu de travail tous les matins. C'est vachement bien. Déjà, ça situe un peu les personnages. Quand même. Oui. Ils étaient cool, on dirait aujourd'hui. Oui, je pense. Moi, c'est l'image que j'en ai. C'est très bien. Alors, on arrive à la même conclusion. On les voit vieux parce que le château est vieux, puis ils sont morts, etc. Mais jeunes, ils devaient être cool, marrants et venir ici quand même. Déjà dans la tête, il faut avoir un bon déclic, quoi. Parce que c'est vrai que c'est magnifique, mais sensible à ça et se dire on y habite, c'est un autre truc. Quand même. Oui. Alors ça s'est pas fait de suite. Hein. Au départ, le projet n'était pas réellement d'y habiter au départ. Enfin, il y a eu de longues années d'hésitation et puis
à la fin des années 60. Ils se sont dit, bon, quitte à y être, on se lance, on installe toute la collection, on restaure, on ouvre au public. Et puis, de leur vivant, ils lèguent au département, au conseil départemental, pour qu'il y ait quand même une suite à ce projet. Parce qu'eux n'avaient pas d'enfants. Ah, donc voilà, pour qu'il y ait une suite et que ça ne s'arrête pas là et que ce soit toujours ouvert à la visite. Et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Très très bien. Vas-y Jamel. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Présenté par Clarisse Automobile, distributeur Citroën. Mais... Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Gérard Klein. Avec tourisme64.com, passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Voilà, donc non, je regardais la pendule. En fait, la pendule qu'on a, la grosse, elle tient pas la charge, celle-là. Donc, bilan, nous avons un micro qui est un peu mort, les câbles et tout, et la pendule ne tient pas la charge. Ah si, c'est bon. T'as vu, il pleut, il commence à pleuvoir. Mais il pleut dans le Béarn, c'est quoi ça? La petite Hélène. Ouais. Heureusement, parce qu'il fait un peu froid, en fait, ça change. On a eu tellement chaud ces jours-ci. Oui, comme le disait tout à l'heure, le représentant de la maison de jambon de Bayonne et également notre producteur de belles fleurs, on a un climat très varié, ça change souvent. Alors côté basque, on s'amuse à dire ciel basque, ciel fantasque, mais côté béarnais, c'est aussi un peu la même chose. Voilà, mais c'est une chance en fait. Ça, c'est la variété de nos productions agricoles, de notre vie. Il pleut un moment, il fait chaud un autre, mais on a un très bon climat en fait. Ouais. Moi, je suis pas béarnaise d'origine. Je ne suis pas béarnaise d'origine, mais pour moi, le Béarn est quand même une terre bénie des dieux. C'est une vraie. Enfin, moi, je considère comme une vraie chance de vivre en Béarn, quoi. Tu le disais hier soir, donc elle ne ment pas, elle veut pas vous flatter, elle le disait hier soir. On est allé dans ce château, mais l'autre jour on était à Laas, L-A-A-S, dans un château qui était très très beau aussi, et on a rencontré dans une principauté, on a rencontré un garçon très intéressant. Est-ce que tu le connais? Est-ce que je connais Jacques Pédéonta? Oui. C'est ça la question. Oui, bien sûr, je connais Jacques Pédéonta. Il est très investi dans le tourisme départemental. C'est le vice-président de l'agence départementale du tourisme. Parfois, son président, ça tourne selon les années. Donc, bien sûr, oui, je connais Jacques. C'est une personne qui a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Ouais. Alors son initiative donc il y a longtemps de faire une principauté, il a créé une principauté, donc c'est le prince là-bas. Ça peut être décrié, les gens peuvent dire mais il est fou, il est secoué, mais au fond c'est pas inutile, c'est-à-dire que ça attire l'attention des gens sur un lieu ou des choses comme ça. Oui, après pour reprendre des termes beaucoup plus professionnels, c'est du marketing de destination en fait. Il a réinventé son village en lui donnant cette identité de principauté. Alors effectivement, ça donne une singularité à son village. Il l'a toujours sur des termes professionnels, il l'a mis en tourisme. Il y a plein de choses à découvrir quand on visite Laas. Même à l'extérieur du château, qui a une très belle proposition, mais même dans le village, on peut se promener, découvrir des panneaux qui expliquent ce qui me vient en tête, le cycle de la Lune, son influence sur l'agriculture, par exemple, des choses comme ça. Donc on se promène dans le village et on découvre énormément de choses, et en plus des choses avec toujours une pointe d'humour. Le Laas, centre du monde, avec des panneaux qui indiquent des villes du monde entier, la guérite de douane, puisqu'on rentre dans une principauté, il y a même des passeports, il y a beaucoup de produits dérivés, donc c'est original quoi. Original, et c'est pas ringard du tout. Tu vois, on peut s'imaginer que c'est vraiment ringard, pas du tout. Moi, ah non, mon passeport, je pense que je l'ai dans la voiture. Bah oui. Sinon, je vais rentrer en France, ils vont me prendre pour un. Eh ouais. Non, la France, c'est un pays aussi ouvert. À mon avis, tu vas pouvoir passer. Ah bon. Ah bah, j'espère bien. Ouais. Non, je suis inquiet et tout. Bon, alors là, je vais vous dire qu'il est en train de pleuvoir. C'est quand même très rigolo, puisque c'est. On n'a pas eu pluie des 3 semaines. C'est vachement marrant. Et sur les 10 dernières minutes, il fallait qu'un petit crachat nantais dans le Béarn arrive à nous. On va quand même réussir à terminer cette émission, j'espère. Ah ouais, non, mais c'est rigolo. Il nous reste quelques minutes avant d'entendre Madame Frida, donc ma petite fille. Je peux le dire à tout le monde. Voilà, toutes ces idées, mes idées, la DS, les machins, faire une tournée, refaire de la radio. Mon conseil, c'est Madame Frida, donc qui a 11 ans, qui est la plus jeune de nos petits enfants, et une fille. Donc c'est vrai que les filles, c'est marrant quand même globalement. Elle a eu très très bien à la rigolade et à la vivacité. Donc elle m'appelle Pépé, ce qui me va très bien. Et toutes mes idées à la con, entre guillemets, si je lui raconte, elle me dit « Ah ouais, t'as raison, vas-y » et tout. Et donc, ouais, je trouve ça
très encourageant, et c'est ce pourquoi en fait j'ai fait 3 semaines de radio entre guillemets. On a fréquenté des gens qu'on ne connaissait pas grâce à Sud Radio. Grâce à toi Antoine, parce que en effet, comme je dis toujours, Antoine fait tout, moi je fais le reste, c'est exactement ça, il installe tout ce qu'il faut. Donc on peut refaire un tour de table rapide en remerciant toi, monsieur Jambon de Bayonne. Il a un micro, il nous reste que 2 micros. Merci beaucoup, merci à vous Gérard, merci bien. Ouais, non, merci pour des précisions sur que devenait le Vera quand il a fini d'ensemencer les filles. On le mange quand même, ça me rassure, sinon c'était du gâchis. Merci Armel, parce que tu vois, t'as parlé finalement. Oui, finalement j'ai parlé, mais je suis bavarde à la base. C'est juste un peu impressionné par la radio. Et puis à bientôt à tous les auditeurs en Béarn et en Pays Basque. Et donc consultez le site tourisme64.com pour avoir plein d'infos. Très bien, très bien. Et le grand avec ce panier que j'ai toujours sous le nez, je pourrais les emporter pour... Bien sûr. Ah super. Elles vont arriver ce soir dans de très 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 bonnes mains, les mains de la famille. Vous voyez, pour finir, on parlera aussi de la beauté de la nature. Celle-ci, c'est une chicorée sauvage. Son petit nom, c'est la fiancée du soleil. Ce matin, quand je l'ai recueillie, elle était bleu roi en fait, et j'avais dit vers midi, elle commencerait à devenir gris. Et c'est une fleur qui va s'exprimer suivant les chaleurs du jour. Donc hier, elle n'a pas eu de bleu, elle n'a pas eu de cycle de bleu, cette fiancée du soleil. Et avec des jours qui seront beaucoup plus frais, seront bleu roi. Donc ça, c'est des fleurs qui sont inconnues du grand public, même dans les grands restaurants, on peut pas le vendre, puisque ça va être vraiment une cueillette qui va être faite sur des très courtes périodes. Et celle-ci, on peut uniquement les retrouver pendant le panier du petit déjeuner à la cabane aux arbres tordus. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais également aussi Jardin Épicurien. Nous, le but, c'est de partager des graines et promouvoir la biodiversité. Nous pouvons créer des projets pédagogiques, vraiment avec les écoles, les crèches, et également semer un monde meilleur. Très très bien, merci. Mademoiselle la magnifique, la Châtelaine, alors dites-nous quelques mots de votre beau domaine encore. On s'en va, on va s'en aller. Alors, on peut partir alors vous êtes sous la pluie. les bienvenus pour revenir quand vous le souhaitez. Voilà, moi je vais revenir avec le temps pour aller voir lui, puis pour revenir voir le château, visiter les collections. En fait, les châteaux, on n'a rien visité du tout. À chaque fois, on était un petit peu à l'extérieur. Mais merci en tout cas de nous avoir accueillis. Merci à vous. Si tendrement. Au plaisir de vous revoir. Pour parler également du futur, notre prochain événement, ce sera les Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre. Alors là, tournée plutôt autour de l'histoire médiévale du château. Il y aura une caminade costumée qui partira du château pour déambuler dans le village et découvrir l'histoire des maisons du village jusqu'à l'église. D'accord. Voilà. Bon, merci. Alors Antoine, tu peux prendre le micro si tu veux. Il est donc en train de protéger de la pluie la petite machine avec des boutons qui nous a servi à... Voilà. On va tenir. Ouais, ça va aller. Mais il pleut pas beaucoup, il pleut juste un petit peu. Alors maintenant, c'est juste le déluge, mais... Alors quel est ton avenir Antoine? Il est 11h53 et 14 secondes, il te reste 2 minutes et demie à peu près pour dire que tu vas devenir. Te remercier juste pour ces 3 semaines qui auront été vraiment enrichissantes. C'était vraiment un plaisir. Bon. On va quand même se retrouver lundi juste pour faire un petit débrief, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu raconter dans cette émission, qu'on va parler avec Gilles Gansman qui nous invite, et Valérie Expert, 10h30 lundi sur Sud Radio, parce que c'est le retour, tu le disais tout à l'heure, des patrons qui reviendront, les tauliers de cette radio, les vrais qui reviendront à partir de lundi, et puis les débats de l'été bien sûr qui reviendront. Mais c'est vrai que voilà, on aura vu, comme tu le disais, la France sous toutes ses formes, et il faut venir pour pouvoir la découvrir. Il suffit pas juste de regarder les réseaux sociaux ou de regarder ce qui se passe ou de passer des coups de téléphone depuis un studio à Paris. Il faut se déplacer. Aujourd'hui, on a la chance avec très peu de moyens, des appareils un peu légers, de faire des émissions dans des lieux un peu même insolites. À chaque fois, on a eu des lieux vraiment assez incroyables, que ce soit dans une grotte, que ce soit sur une place de village, que ce soit dans un château. C'est ça aussi qui fait la beauté de la France, et je pense que Sud Radio est attaché à ces valeurs-là, et aussi avec cet ancrage aussi qui est très local aussi ici, mais pas que, dans toute la France. Elle est belle, et j'espère que cette émission, j'envoie un petit message, mais qu'elle va durer, parce que on l'a vu que les gens étaient attachés à leur patrimoine, à ces valeurs-là, et surtout à du savoir-faire. Notamment, je me rappelle très bien des espadrilles qu'on a été voir dans le Pays Basque en ce début de semaine, et quand on allait visiter justement cet atelier d'espadrilles, on a vu des jeunes aussi, mais on a vu surtout un savoir-faire, et on a été impressionnés parce que on pouvait pas l'imaginer en fait. Nous, on a l'habitude maintenant sur Amazon, sur des sites comme ça, on fait pas de pub, mais on commande, on l'a très rapidement. Ouais. Mais avant, qu'est-ce qui se passe avant?
Ah, il fallait aller dans une boutique. On a vu ce qui se passait. Donc voilà, il y a eu peut-être trop de choses qui sont passées dans ces 3 semaines qui sont rentrées dans notre tête, mais en tout cas, on va essayer de garder le plus de choses possible et voilà, dans quelques années, on essaiera d'en reparler, de transmettre aussi, mais les gens en leur disant de venir, surtout de venir et de pas hésiter. Finalement, tout est accessible facilement. Qu'on ait une DS jaune de 1969, on peut faire des kilomètres ou en tout cas, on peut en faire un petit peu. Je vais la retrouver. Et merci Antoine, merci beaucoup comme de ta présence et puis de ta patience. C'est un bel avenir. Et merci Jamel. Jamel, il est à Paris. Jamel, il est à Paris. C'est lui qui fait le reste du reste. C'est-à-dire que Antoine fait tout, je fais le reste. Et il y a Jamel. Sans lui, il y aurait pas de pub, il y aurait pas grand chose. Et surtout, Jamel, je t'embrasse.